très important de continuer à exister soi en tant que femme. Et Mhm. si elles font pas du ménage, elles vont aller faire des courses. Et si elles font pas les courses, elles vont faire à manger. Et puis ça se mord la queue en fait. À aucun moment, elles sortent de cette roue d'hamster pour faire des choses qui n'ont rien à voir avec les tâches quotidiennes familiales. L'enfant qui a eu un accident, qui s'est fracturé la mâchoire, enfin bref, le scénario d'horreur, quoi. Et là, tu sais, j'ai dû abandonner mon envie de tout maîtriser. Bienvenue dans le podcast La clé de soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, nous abordons tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui entrave notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Chaque semaine, je vous propose des partages inspirants. Je suis également coach en transformation personnelle. J'aide les femmes à trouver leur juste place, à créer une vie remplie de sens. Si vous ressentez le besoin de faire bouger la vôtre, prenez rendez-vous pour me raconter votre histoire à vous. Et si vous êtes prête, on va commencer l'épisode du jour. Et aujourd'hui, je reçois Florence Saul. Bonjour Florence. Bonjour Jélita. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Florence, tu es coach et tu réconcilies les parents avec leurs enfants et les parents avec leur travail. Exact, exact. Parce que je pense qu'un parent qui est stressé au quotidien, bah, s'il est stressé dans sa famille, ça va impacter sa vie pro. Et s'il est stressé dans son travail, ça va impacter sa vie de famille. Et mon cœur, vraiment, c'est qu'il devienne un parent serein au quotidien et qu'il puisse justement bah, rayonner dans sa famille, rayonner dans son travail, qu'il soit épanoui. Et je suis sûre que ça changera le monde d'aujourd'hui et de demain à travers aussi les enfants qui vont grandir dans un environnement plus serein. J'adore ce sujet parce que je crois profondément que en travaillant sur le bien-être des parents, dans ton cas, moi c'est surtout les femmes, donc on va parler plus pour les mamans aujourd'hui, J'ai plus de mamans, ça tombe bien. on impacte les générations suivantes Mm. parce que nous, les parents, les mamans, nous laissons un impact important sur la mentalité de nos enfants. Donc, nous travaillons le bien-être de la génération suivante. Donc, encore une fois, un grand merci pour avoir accepté d'enregistrer cet épisode autour de ces questions extrêmement important. Tu travailles avec les parents qui ramènent souvent les problèmes, les difficultés de travail à la maison. C'est quoi les premiers signes qu'on peut voir au sein de sa famille qui disent, ah là, j'ai des red flags? Bah déjà, la chose qui revient souvent, les premiers symptômes, c'est le parent qui crie beaucoup à la maison ou qui dit, je cours tout le temps, je Oui, suis fatiguée, je me lève, je me sens fatiguée, j'ai l'impression d'être fatiguée dès le début de la journée. Le parent qui s'isole, qui n'a plus d'énergie pour faire des choses qui lui plaisent, qui, dès qu'on le sollicite, il commence à stresser. Quand il y a un petit grain de sable dans sa routine, ça le fait paniquer. Le parent qui ne sait même plus ce qu'il aime, qui préfère finalement, enfin, il préfère pas, mais qui subit un peu son quotidien. Ouais, qui a l'impression de pas avoir d'énergie, de souffle, qui se pose pas, qui court beaucoup. Mais vraiment, le premier symptôme, c'est le parent qui crie. Et souvent, c'est des gens très bienveillants qui en oui. plus culpabilisent parce qu'ils s'en veulent d'avoir ces comportements-là. Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que j'ai eu une période où j'ai pu avoir cette difficulté finalement qui se traduisait par le cri et je criais sur mes enfants. Mais en fait, sur le coup, on ne se rend pas tellement compte. C'est Mm. une fois qu'on a déversé notre colère ou notre peur ou notre fatigue à travers Mhm. de ce cri qu'on se dit non mais tu fais n'importe quoi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu travailles ces états internes?
Parce que le cri, c'est un peu le cri de détresse. Et c'est quoi les signaux avant la tempête qu'on pourrait remarquer? Souvent, les signaux, on les sent même plus. En fait, c'est quand même devenu un automatisme. Et du coup, ce que j'aime bien travailler avec les parents, c'est d'être à l'écoute justement de ce qui se passe dans leur corps avant. Parce que généralement, on a l'impression que c'est un automatisme alors, en fait, il y a quand même une échelle hein, de graduation. Tu Oui, sens qu'il y a un moment où c'est automatique, où c'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est souvent sur un petit truc anodin. Et tu te dis, en plus, je me suis énervée pour rien, quoi, oui, pour si peu de choses. Mais c'est parce qu'il y a eu plusieurs niveaux où le parent n'a pas écouté ses signaux. Par exemple, ça peut être, bah là, il commence à s'impatienter, donc il devient agité. Il peut sentir, tu sais, comme une boule au ventre, mais qui monte et qui, après, fait que ça sort. Il y a la pression artérielle, le cœur qui s'accélère, oui, le souffle coupé. Il peut y avoir aussi l'inverse, la complète lassitude. Je sais oui, pas si tu as déjà ressenti ça, le fait d'être complètement à plat et puis tes enfants, bah, eux, ils te sollicitent, tu es fatigué, tu as la journée dans les pattes, etc. Et puis complètement à plat. Et puis à ce moment-là, bah voilà aussi, les cris viennent. Généralement, bah, le parent, il a quand même répété les choses plusieurs fois. Donc en général, on sent dans le ton de la voix aussi que oui, ça monte crescendo. On arrive à reconnaître les signes dans le corps. On peut s'arrêter avant que la goutte d'eau, elle fait déborder le vase. Et j'aime bien utiliser comme une échelle les barreaux de 0 à 10. Et je dis, bah, quand sur l'échelle, on est entre 7 et 10, c'est le moment où ça explose, où là, tout ce qu'on va sortir va ne faire que des dégâts. C'est comme si on avait des couteaux dans la bouche. oui, Tu vois l'image? Alors que jusqu'à 6, en fait, on peut encore gérer, on peut oui, encore utiliser toutes les ressources qu'on connaît. La plupart oui. du temps, les parents, ils connaissent plein de trucs pour se calmer, pour apaiser leur stress. Mais quand ils s'énervent ou qu'ils crient, c'est qu'ils ont déjà dépassé le stade où ils peuvent y réfléchir, y penser. Et que à ce moment-là, vaut mieux juste faire pause, tu vois, aller s'éloigner, respirer, faire quoi que ce soit qui va faire qu'on va pas faire de dégâts Je et vois. reprendre la situation après. Tu vois, il ne s'agit pas de laisser passer forcément certaines choses, mais juste de se calmer avant pour bien le gérer. Je vois. Aujourd'hui, effectivement, ce sont des sujets que moi, je travaille avec les personnes que j'accompagne dans la gestion de stress, de l'estime de soi, relations qu'on puisse avoir. Mais toi, tu es coach en réconciliation entre les parents et les enfants. Alors, est-ce que dans tes coachings, tu donnes des solutions, comment finalement communiquer avec les enfants? Parce que comme tu dis, quand on arrive à ce fameux 7, 8 ou 9 sur l'échelle de d'énervement, c'est Hmm. que il y a un conflit, on se sent pas entendu ou on n'arrive pas à faire comprendre à nos enfants. Comment le faire? Est-ce que tu peux nous dire un astuce? Alors, je travaille sur deux niveaux. Tu as le niveau où les parents ne savent pas forcément comment faire, donc ils vont chercher des solutions. Et là, je propose des solutions pour mieux communiquer, pour mieux gérer le quotidien, le stress, pour mieux comprendre les enfants. Ça, c'est dans mes ateliers parents. Et là, on va vraiment travailler sur les différentes phases en fonction de l'âge, la petite enfance, enfance, adolescence. On va comprendre ce qui se passe parce que très souvent, le parent, il projette aussi des choses que l'enfant, à son âge, au niveau du cerveau, il n'est pas prêt. En fait, il Oui, n'est pas encore mature. Donc, on est déjà rien que de comprendre le fonctionnement du cerveau de l'enfant, ça apaise les choses. Ensuite, je donne des outils pour poser un cadre, poser des limites, pouvoir bah, savoir comment faire en fait concrètement, des clés de communication pour être plus à l'écoute, développer l'empathie, renforcer l'estime de soi aussi des enfants. Tout ça, ça c'est dans les ateliers, donc c'est vraiment là où il y a des astuces. Donc une astuce que je peux te donner, c'est pour éviter d'aller sur l'échelle de 0 à 10, c'est déjà de travailler en amont sur qu'est-ce que je pose en fait. Si je remarque que j'ai tout le temps les mêmes situations qui reviennent, qu'est-ce que je mets comme cadre là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que je communique à mon enfant de c'est quoi mes attentes. Souvent on dit faut pas faire ci, faut pas faire ça, mais on ne parle, on n'exprime pas forcément à l'enfant en amont ce qu'on attend de lui. Et lui, il a besoin en fait de savoir, et ça reste notre rôle de lui répéter, il va oublier en fait des fois, ou alors il n'a pas envie, mais ça reste notre rôle.
Et ensuite, là où j'aime bien travailler plus dans les coachings, là, ça va être plus sur, bah, pour le parent, il sait comment faire, mais il n'y arrive pas, tu vois. Il a toutes les Oui, astuces, mais il n'y arrive pas. C'est que là, on va travailler aussi beaucoup sur les pensées, sur toutes ces choses qu'on se raconte, qu'on se dit, qui fait qu'on va exploser. Par exemple, si je vois la chambre de mon enfant qui est complètement en bazar, si je me dis, ah, mais il se fout de moi, sa chambre, mais c'est vraiment une porcherie, etc., enfin, je vais exploser. oui, Tu vois, il se moque de moi, il m'a dit qu'il le ferait, il l'a pas fait. Bah, ça met en colère. Donc, je risque d'exploser. Alors que si je me dis, OK, c'est juste un ado, il a oublié, OK, bon, en ce moment, son cerveau est en chantier parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de changements à cet âge-là. je ne prends pas les choses personnellement. Voilà, je le prends pas personnellement et du coup, je vais voir avec lui qu'est-ce qu'on met en place pour que ça s'améliore ou alors on peut aussi travailler sur lâcher prise là-dessus. Ça dépend en fait. Moi, en coaching, je suis vraiment c'est quoi la volonté du parent et chaque parent est différent, a des choses qui lui tiennent à cœur ou pas. Il y en a, ils vont se dire finalement c'est pas le plus important. Il y en a, ils vont se dire non mais ça c'est important pour moi. Et ben du coup, je l'accompagne sur comment le communiquer de manière sereine. Du coup, comment prendre un temps en dehors du conflit, en fait. Parce que quand on est en conflit, clairement, bah là, à ce moment-là, si tu es déjà sur 7 je vais plutôt travailler sur, OK, comment je m'apaise moi d'abord. Et Oui, ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de communiquer? Et là, j'utilise la programmation neurolinguistique, la PNL aussi, pour oui, se mettre à la place de l'ado, pour essayer de comprendre sa façon de penser, pour essayer de réfléchir à comment je communique à un ado qui, dans son monde à lui, ça veut dire ça. Ou comment je communique avec mon jeune enfant, dans son monde à lui, ça veut dire ça. Ou comment je communique dans mon couple aussi, parce que des fois, les parents ne oui. s'entendent pas. Ou même les parents séparés. Enfin, donc voilà, bon, c'est un peu vaste, hein. Tu m'as dit une astuce et je suis partie loin, mais Non, mais je vois très bien et merci. Parfois, inconsciemment, dans l'éducation de nos enfants, on ramène les phrases que nous avons entendues dans notre propre enfance. Mm, Donc, si nous avons eu un schéma qui s'est répété pendant des années, que nos parents étaient énervés parce que notre chambre n'était pas rangée, c'est comme si on reprenait le rôle de nos parents et on refait exactement la même chose, mot par mot, mm. très C'est souvent. vrai qu'il y a soit on reprend les choses de nos parents, et étonnamment, soit on fait l'inverse. Tu vois, par Ouais. exemple, moi, je sais que c'est un sujet pour moi, la chambre. Soit, des fois, j'arrive et fouf, rien que l'image me déclenche un truc, un stress, tu vois. Et alors que moi, j'ai pas le souvenir que ma mère m'ait pris la tête avec ma chambre. Bon, j'en mettais quand même moins partout, je pense. Donc, je peux pas dire que c'est à cause d'elle, tu vois. Par Oui, contre, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles je vais être un peu plus agacée. Et oui, clairement, ça vient de mon éducation parce que quand j'allais chez mon père, il y avait avec ma belle-mère aussi, ils avaient un fonctionnement qui fait que j'osais à peine déranger quoi que ce soit parce que sinon j'allais avoir des critiques ou quoi, tu vois. ouais, Et du coup, malgré moi, en fait, je suis devenue stressée par rapport à ça, alors que oui, chez ma mère, c'était très libre, tu vois. ouais, Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui viennent de là, on a ancré des choses. Et ça, c'est important, moi, je crois, hein, vraiment. Moi, je m'en suis occupée en thérapie parce qu'à un moment donné, j'avais besoin aussi de comprendre c'est qu'est-ce qui fait que j'ai ce chemin. Mais après, on peut s'enlever, voilà, des choses qu'on a vécues rien qu'en les comprenant. Et puis ensuite, bah, il y a des parents qui me disent, pourtant, moi, mes parents étaient très bienveillants et moi, je comprends pas. Je m'énerve tout le temps. Et là, c'est parce qu'aussi les parents d'aujourd'hui sont hyper stressés, en fait. oui, Enfin, en tout cas, ceux que je rencontre, donc j'ai un biais de... Voilà. Mais ceux que je rencontre, c'est des parents qui sont vraiment très, très chargés, très stressés. Ils n'ont pas d'espace, en fait. Tu me disais tout à l'heure il y a vraiment dans les gens que tu accompagnes beaucoup d'épuisement, en fait, aussi. oui, Donc, ça joue énormément. oui. Donc le sujet de crier à la maison, à prendre au sérieux et à réfléchir, est-ce que ce n'est pas signe d'autre chose? Exact. Très intéressant. J'aimerais aussi te demander comment tu travailles avec des mamans qui sont souvent dans le sacrifice ultime. Quand on Mm. devient maman, on se met souvent en second plan pour dire que moi, il faut que je donne le meilleur pour mon enfant. Et donc, on est vraiment dans un rôle parfois de sauveuse, Mm. parfois de sacrifice. Est-ce que c'est quelque chose qui est bénéfique
ou il y a des côtés un peu moins positifs de ce fonctionnement? Bah, je pense que déjà, ça dépend comment la personne le vit, mais si dès lors qu'elle vient te voir, c'est que elle pense qu'il y a un souci et qu'elle a conscience, souvent, voilà, qu'ils ont conscience que quand ils demandent, ils se disent, j'ai plus de temps pour moi, c'est que là, bah, le côté sacrificiel a ses limites et que c'est plus, enfin, sacrifice, déjà, c'est, je m'oublie moi, en fait. Souvent, il y a des peurs derrière, en fait. Tu vois, il y Oui, a peur de pas être assez présent pour son enfant que l'enfant se sente abandonné, mais c'est lié à des fois à des blessures hein, qu'on a eues, bien sûr. qui sont pas toujours conscientes. Peur que l'enfant, voilà, il se sente délaissé. Moi, je sais que je suis passée par là à un moment donné. Je ne voulais même pas, enfin, quand mes enfants, mes deux premiers étaient petits, je ne voulais même pas les faire garder parce que déjà, enfin, j'avais un aîné qui était assez colérique. Et dès que je devais, si j'essayais hein, de le faire regarder à ma belle-sœur, qui est quelqu'un de très gentil, très bien, en qui j'ai confiance, malgré tout, c'était une souffrance pour moi de le voir. Il faisait des crises quand je partais, quand je le récupérais, bah, elle me disait ce qui n'avait pas été. Du coup, ça me faisait de la peine. Je me disais, bah non, ils vont pas savoir gérer. Moi, ça me fait mal. Voilà. Donc, en fait, j'avais pas envie de vivre ça, tu vois. Et du Oui, coup, je me disais, je préfère me sacrifier que de vivre ça, de m'exposer à ça. Sauf qu'à un moment donné, bah, j'avais plus d'espace pour moi, en fait. oui, Et je donne souvent la métaphore aux personnes que j'accompagne tu sais, de l'hôtesse de l'air dans l'avion qui, quand elle oui, donne les consignes de sécurité, elle explique quand le masque à oxygène tombe, il faut d'abord mettre le masque à soi avant de mettre le masque à son enfant. Parce que sinon, si on n'a plus d'oxygène, on ne peut pas s'occuper de son enfant. oui, Donc, c'est cette image-là, pour moi, elle est hyper importante. Si on ne s'occupe pas de soi, on ne peut pas bien s'occuper de ses enfants. Et on le voit dans le quotidien, en fait. Des fois, on est là physiquement, mais on n'est pas oui, là émotionnellement, on n'est pas présent. Tu vois, tu es avec les enfants et t'es ailleurs, en fait. Et les enfants, ils le ressentent. Et puis, plus ils le ressentent, plus ils vont avoir des comportements qui vont faire, qui vont chercher l'attention. Et c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. oui, Et bon, après, il y a un chemin pour arriver à avancer là-dessus. Je sais que moi, ça a commencé par la thérapie, prendre des rendez-vous pour moi parce que j'allais pas bien à ce moment-là. Ça allait pas non plus dans notre couple. Et c'est en thérapie qu'elle m'a fait prendre conscience de ça, que je m'oubliais. En fait, je vivais que pour mes enfants. Je oui, voyais plus grand monde parce que chaque situation sociale, c'était compliqué à gérer. Et en fait, j'ai commencé par ça, ces rendez-vous-là pour moi. oui, Ensuite, ça a été, je prends 1 heure par semaine pour faire une activité pour moi. C'était juste 1 heure. Mais oui, je sortais de la maison. Parce que tant que tu es à la maison, exactement. tu ne peux pas penser. Enfin, c'était difficile pour moi de penser à moi. Maintenant, je peux, avec les années, je laisse mes enfants tout le week-end à mon mari. Je suis partie 1 semaine. Il Oui. a géré. Je veux dire, c'est pas un souci pour moi. Et je ne culpabilise pas, tu vois. Oui, Parce que c'est cette question de culpabilité qui nous ronge souvent. Mm, Parce que quand on récupère nos enfants et si ça s'est pas bien passé, mais c'est aussi qu'est-ce que ça veut dire pas bien passé? Moi, je sais que mm, ma maman, elle était institutrice dans une école maternelle et elle me disait souvent que surtout en septembre au début, quand les enfants viennent à l'école, ils pleurent et quand le moment de séparation arrive, c'est des pleurs, mais vraiment très très forts. Et les parents, ils partent avec la mort dans l'âme en disant, je suis indigne, j'ai laissé mon enfant dans une détresse. Et elle me disait, mais les parents disparaissent au fond du couloir et l'enfant, il va bien. Parce qu'il mm, a cette capacité de s'occuper d'autres choses, il voit des petits camarades, il a des jeux, il y a la maîtresse et il vit sa journée. Mais le lendemain, ça recommence parce que le moment de séparation, le problème, c'est que quand on est parent, on va au bout du couloir, mais mm, on amène l'impression que l'enfant pleure toute la journée avec nous dans le travail et on ne voit pas que finalement l'enfant se débrouille très bien. mm. C'est vrai. C'est vrai que je me rappelle qu'il y avait une maman que j'accompagnais qui, c'était le déchirement tous les matins. Ça a duré longtemps, elle, dans l'année. Ouais, Et je lui ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire pour elle le matin quand elle pose son enfant. Elle m'a dit, bah, j'ai l'impression de l'abandonner et que, il va passer une mauvaise journée et que
En plus, elle le récupérait le midi alors qu'elle travaillait de la maison, mais elle disait c'est pire parce que le midi, pareil, il repleure quand je Ouais, le laisse. Et en fait, elle a fait tout un chemin, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passerait, enfin, juste si elle le prend pas. Ah bah non, parce que moi, ma mère, elle me prenait et moi, j'ai des bons souvenirs avec ma mère et moi, le laisser à la cantine, c'est insupportable comme idée. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il va vivre à la cantine? Je lui dis, moi, personnellement, je lui donne un exemple. La cantine, j'en avais pas une mauvaise image parce que j'ai jamais connu autre chose. Donc, pour moi, c'était normal de manger. Mais si c'était important pour toi, ta maman, elle s'est occupée de toi à midi, que tu as des bons souvenirs, c'est normal que oui, tu projettes que ce soit pas bien de le laisser à la cantine. Mais tu vois qu'il y a différentes façons de voir les choses. Alors, on a travaillé sur c'est quoi l'avantage de le laisser ou c'est quoi, est-ce que tu pourrais le prendre quand tu en as envie, que tu te sens vraiment bien? Est-ce que, voilà, et aussi, elle a beaucoup communiqué avec la maîtresse pour comment gérer cette transition, de quoi il a besoin, son fils, qu'est-ce qu'il aime. Pareil, elle a travaillé avec lui en anticipation sur, OK, c'est bon pour toi ce moment-là où tu vas à l'école, on va voir quels sont les bénéfices en fait d'y aller à l'école. Et bon, c'est un petit chemin et puis pour chaque personne, ça va être différent parce que c'est pas toujours les mêmes raisons qui font que c'est dur. Mais dès lors qu'on se pose sur sa situation, on trouve des solutions. Et au bout d'un moment, c'est plus un problème. Et je te disais, mon garçon qui faisait des crises, au bout d'un moment, c'était fini dès lors que moi, j'ai accepté oui, que c'était bon pour lui que je le laisse par moment. oui, c'est Tu vrai. vois, que c'était bon pour lui, que si moi je vais bien, lui va bien aller. Donc si j'ai du temps pour moi pour souffler, je serai une meilleure maman pour lui, puisque j'ai soufflé, puisque j'ai pu reprendre de l'énergie. Et en plus, ça a favorisé aussi la confiance que j'ai, même en mon mari, parce que le fait de pouvoir partir tout un week-end, toute une semaine, je le fais pas tout le temps, hein, mais je me rappelle qu'un jour, je suis partie une semaine, je faisais un stage. Le premier jour, mon mari m'appelle, il sortait des urgences. C'est pour te dire. C'est pour te dire. Moi, j'étais en Alsace. Il sortait des... En fait, il m'avait envoyé une photo des enfants, ils étaient partis en balade en vélo. Alors moi, j'ai reçu la photo. Oh, génial, il faut une balade en vélo. Les papas sont extraordinaires hein, quand on leur fait confiance. Et après, il m'appelle des urgences, il me dit, écoute, ça va, ne t'inquiète pas, mais je sors des urgences. Hein? Quoi? La panique avant. Et moi, je faisais un stage où je m'occupais de 25 enfants. Je pouvais pas partir. Oui, C'était pas un stage où j'étais toute seule, tu vois. Et en fait, il m'explique tout ce qui s'est passé. L'enfant qui a eu un accident, qui s'est fracturé la mâchoire, enfin bref, le scénario d'horreur, quoi. Et là, tu sais, j'ai dû abandonner mon envie de tout maîtriser. oui, Je me suis dit, mon mari, il est là-bas. Il est avec mon enfant et il s'est occupé de lui. Et c'est ce qu'il m'a dit. Ah, je suis désolée vraiment, je sais pas comment c'est arrivé. Peut-être que toi, t'aurais fait mieux et tout. Je lui dis, écoute, non, t'as fait ce qu'il fallait. Tu l'as emmené aux urgences. Enfin, c'est moi qui rassurais mon mari. Mais je pense qu'il avait besoin de décharger aussi parce qu'il avait eu peur. J'ai dit, mais tu l'as emmené aux urgences. J'aurais pas fait mieux. J'aurais fait la même chose. Et en fait, faut faire confiance aussi des fois. Je sais que dans le couple, c'est pas toujours facile selon bah, le degré d'unité hein, dans le couple. Bien oui, sûr, mais ça se travaille aussi, ça se travaille. Et pareil si c'est les grands-parents, et pareil si c'est la belle-sœur ou le beau-frère. Quand on confie nos enfants à quelqu'un, ça se prépare. On communique avant sur notre enfant, il a tel fonctionnement, il y a telle chose qu'il aime, telle chose qu'il n'aime pas. Et après, il y a des choses sur lesquelles bah, on peut lâcher. Peut-être oui. que chez les grands-parents, ils vont regarder plus la télé. Peut-être que chez les grands-parents, ils vont pas faire. Et ça se trouve, ça va être très bien avec l'enfant. L'essentiel, qu'il passe un bon moment. Parfois, l'enfant peut vivre une sorte de frustration Oui, parce que c'est pas pareil que chez les parents et qu'il aurait préféré être chez les parents, mais c'est une expérience et il grandit à travers de cette expérience-là. exactement. Et en plus, bah, non seulement, oui, la frustration fait partie de la vie si on les frustre jamais. Enfin, on les frustre. On le fait pas intentionnellement, mais s'ils ne vivent jamais de frustration, ils ne peuvent pas connaître. Alors, ils en auront toute la vie des frustrations. Et c'est OK, en fait. Oui. Et c'est C'est aussi OK. une sorte de découverte parce que, encore une fois, ils vont connaître quelque chose de différent. Mm, Peut-être au début, ça les surprendra. Peut-être ils vont plus aimer, moins aimer. Mais c'est aussi une espèce d'ouverture au monde mm, à lâcher et confier nos enfants à des personnes en qui, bien évidemment, nous avons confiance. exact. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant.
C'est joli. Et c'est vrai que c'est quelque chose que dans enfin, en tout cas, je parle de moi, comment j'ai vécu ça. Dans la culture française, ça se perd aussi le Oui, côté communautaire. Et comme je suis mariée avec un Haïtien, je sais que les parents dans la communauté haïtienne sont entourés. Je sais qu'il y a toujours les tatas qui sont dispo pour aider. Pareil, dans notre famille, mon beau-frère est marié avec une Marocaine. Dans sa culture, la maman, elle accouche, tout le monde s'occupe d'elle. oui, Tu vois, on lui ramène des plats. Elle va même un mois chez sa mère pour que elle ait rien à faire en fait, oui, juste à s'occuper de son bébé. C'est quelque chose qui, moi, m'a manqué en tant que maman. ouais, je comprends. Et je me dis, bah, je suis contente d'avoir découvert ça. Moi, quand j'ai eu ma petite troisième ou même ma deuxième, j'ai des amies congolaises qui venaient m'apporter du poulet. Alors Oui. que c'était encore, il y avait eu un troisième ou quatrième confinement, je ne sais plus. Elles ont mis comme motif aide à personnes vulnérables comme, comme motif. C'est la sororité aussi, c'est Oui, l'entraide entre femmes, et ben même quand les enfants grandissent, si on a vraiment le sentiment d'être épuisé, qu'on le reconnaît, oui, parce qu'il faut accepter enfin, sortir du déni à un moment, se dire non, mais là, concrètement, je suis tout le temps énervée, il y a un souci. Eh ben, trouvons des personnes de confiance. Ça peut même être, tu sais, un échange avec d'autres parents. Tiens, je prends vos oui. enfants 2 jours, vous prenez mes enfants 2 jours. Enfin, voilà, ça peut être ça aussi. Des fois, il suffit de un seul enfant qu'on a en moins pour déjà se sentir un peu soulagé si on a Oui. plusieurs enfants. Et puis ça peut créer aussi d'autres relations avec les enfants qu'on a un par un, j'ai envie de dire. Mm, Parce que quand on a tous nos enfants, on a un fonctionnement qui a aussi pour priorité le partage, l'égalité, s'occuper de tout le monde, donner à tout le monde la même chose. Et lorsqu'on peut retrouver une intimité avec un de ses enfants, mm. c'est aussi très précieux. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que on a ce petit truc l'été, nos deux grands font une colo chacun et ça tombe pas en même temps. Et du coup, ils ont le privilège que quand il y en a un qui est en colo, l'autre, il va faire un resto avec ses parents tout seul. Oui, c'est vrai. Je fais ça aussi. Et c'est chouette, ça leur fait du bien. Je voulais rebondir sur la question de comment se sent la maman une Mm, fois que elle n'a pas d'enfant, qu'elle a décidé de les confier, elle a fait ça sereinement, elle ne culpabilise pas, et là, elle se reconnecte avec elle-même et souvent elle retrouve ses passions. Et malheureusement, quand on a des enfants de bas âge, mm, on met en seconde, voire troisième, quatrième plan tout ce qui nous fait vibrer, nous les femmes. exact. Moi, je sais que j'aime beaucoup le sport, par exemple, et il y avait des périodes où j'ai vraiment mis en pause toute activité sportive, mes compétitions, parce que ça prenait beaucoup de temps, et je me disais que je n'avais plus le droit. J'avais Mm, peut-être moins envie aussi, parce que nous, les femmes, on a très envie de passer le temps avec nos petits. C'est c'est vrai. aussi quelque chose qu'on a assez naturellement. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais vraiment déconnectée de ce qui me faisait plaisir et envie. C'est vrai que tu le dis très bien, le fait on a aussi envie d'être avec nos enfants, donc voilà, faut aussi, si on est bien avec ça, ça va, mais le, je trouve que de se reconnecter à ses envies, à ce qu'on aime, à ce qui nous fait vibrer, c'est aussi un exemple pour nos enfants. C'est Oui, aussi de l'amour de soi, en fait, et montrer à ses enfants que on s'aime, puisqu'on prend soin de soi, puisqu'on fait des choses qui nous plaisent. Et en plus, on peut le vivre aussi avec nos enfants. Parce que, enfin là, on parle de trouver du temps seul, hein. Au bout d'un moment, je veux dire, on peut très bien faire du sport aussi avec ses enfants. Quand ils sont tout petits, peut-être on va adapter les choses. Mais je voyais un papa dans une aire de jeu qui avait son petit qui faisait du toboggan et lui, il était là avec ses poids, avec son tapis, tout ça. Je me disais, j'ai jamais vu génial. une femme le faire. C'est Jamais, vrai, c'est vrai. jamais.
Enfin, je me dis, mais les hommes ne s'empêchent pas de le faire. Oui. Nous, la première année où on a eu un enfant, mon mari s'est inscrit au tennis. Il m'a dit, oh, je vais faire du tennis. Ah, j'étais, ah bon? Ah, comment je vais faire alors? Je pensais tout de suite, oh mince, il va pas être là. Mais en fait, je vois que eux, ils continuent à penser à... C'est pas au détriment de leurs enfants, c'est juste que c'est nécessaire pour être bien, avoir un équilibre. Si on le sent pas, moi, la première année, personnellement, j'ai pas envie de faire trop de choses, voilà. J'ai plutôt Oui, envie de... physiquement aussi. Bon, si c'est Ouais, le sport, voilà. mais ça peut être une activité créative, ça peut être le Aussi. dessin, ça peut être la peinture, et puis d'autres que je ne vais pas citer. Mais c'est important de se reconnecter à autre chose que notre cocon familial. Mm. Bah, ça libère l'esprit. En fait, quand on fait une activité où on a du plaisir, ça nous enlève cette charge mentale qu'on a, ça nous Oui, enlève ce stress, ça libère, enfin, toi, tu te connais beaucoup mieux que moi en hormones, mais enfin, c'est bon pour l'organisme, c'est bon pour nous, c'est bon pour tout le monde, en fait. oui, Donc, quand on s'autorise, c'est comme si on se rend service à soi, mais aussi on rend service à nos enfants, à notre famille. Et le risque pour les mamans quand elles ont des jeunes enfants, c'est que pendant qu'elles n'ont pas les enfants, elles se mettent à faire le ménage. Je sais pas si oui. t'as Ouais. remarqué. Alors, pas trop chez moi, mais oui, j'ai beaucoup de clientes qui sont dans vraiment une roue d'hamster. Et Mhm, si elles font pas du ménage, elles vont aller faire des courses. Et si elles font pas les courses, elles c'est ça. pensent qu'est-ce qu'elles vont faire à manger. Et puis ça se mord la queue en fait. À aucun moment, elles sortent de cette roue d'hamster pour faire des choses qui n'ont rien à voir avec les tâches quotidiennes familiales. Mhm. Et là, c'est vrai que j'aime bien parler de faire du et, c'est-à-dire, elles ont l'impression que si elles vont faire une activité, eh ben, elles vont stresser encore plus parce que bah, les trucs n'ont pas avancé, etc. Et ben, je dis, bah, t'es pas obligé de choisir entre l'un ou l'autre. Comment tu peux faire du et? Peut-être que le temps que tu vas consacrer à toi, c'est pas 2 heures. Peut-être que tu commences par une demi-heure, tu vois le bénéfice que ça t'apporte. Et puis, ou alors tu fais ton ménage, mais tu le fais en une demi-heure et puis tu te récompenses avec quelque chose que tu aimes bien, mais tu fais pas 2 heures de ménage. Tu vois, en fait, comment dans ces 2 heures, on peut satisfaire les deux besoins? Tu vois, Ouais. je me dis, dans un premier temps, et au bout d'un moment, plus elles voient que bah, ça leur fait du bien, plus elles vont avoir envie de passer plus de temps, à faire des choses comme ça. Mais après, on s'approche de perfectionnisme, qui est Hmm, un autre sujet c'est qu'on va vrai. pas aborder aujourd'hui, Hmm, mais c'est un système d'évitement, le perfectionnisme. bien C'est sûr. quelque chose qui nous fait miroiter que on se fera pas critiquer, que on sera mieux aimé, que on sera mieux accepté par les autres. Donc, on est prêt à faire ces efforts-là. Faire attention à nos envies, nos pulsions de perfectionnisme. Je voulais juste partager avec toi à la fin qu'il n'est mon expérience, qu'il n'est jamais trop tard de se reconnecter à ses propres envies parce que personnellement, j'ai eu il y a 15 ans. Ma fille, elle a 15 ans aujourd'hui et moi, il y a 15, donc presque 16 ans, je voulais faire le GR20, donc la randonnée en Corse, où on traverse la Corse à pied. Et puis la vie familiale, le premier bébé, le deuxième bébé. Et après, je ne me suis pas autorisée. Mais le GR20, je le fais dans 2 mois. Ah, super. Et donc, je laisse mes enfants 15 jours. Et en plus, ça tombe dans l'année où mon mari, il est en déplacement professionnel, en mutation professionnelle à l'étranger. Donc, je laisse mes enfants avec mes beaux-parents. Un grand bisou, un grand merci à mes beaux-parents pour cette aide précieuse. Et je pars faire mon GR20, donc le projet qui a attendu dans les tiroirs pendant 16 ans. Hmm, Et j'invite vraiment chaleureusement toutes les mamans à réfléchir et à rêver grand, même hmm, quand on a les enfants, parce que lorsque on décide de faire quelque chose, les choses s'alignent et on trouve toujours des moyens de le réaliser. Parfois, cet objectif va être modifié, il va vivre sa vie, mais il va vivre. Il va hmm. pas attendre
dans un tiroir de notre cerveau, Mm. parce qu'en plus, ça nous donne l'impression que finalement, je peux plus faire ce que j'aimerais dans ma vie. J'aime bien quand tu dis rêver grand. Oui, on peut quand même faire ce qu'on rêve dans la vie. Et souvent, les enfants nous y encouragent. Je suis sûre que Oui, tes enfants sont contents pour toi. absolument. Absolument, elles sont contentes, elles sont, je pense, admiratives aussi. Et Mm, puis, j'aime beaucoup inspirer mes enfants. mm, Quand j'ai monté ma structure de coaching, quand je suis allée dépasser toutes mes croyances limitantes, il en reste beaucoup encore, mais celles que j'ai déjà dépassées, ma première motivation, c'est de inspirer mes filles, j'ai deux filles adolescentes, c'est de leur montrer qu'on peut y arriver, qu'on peut se détacher de perfectionnisme, de peur, de beaucoup de choses qui nous bloquent. mm. Et puis après, petit à petit, on commence à rêver de plus en plus grand. C'est très important, tu vois. C'est une bouffée d'air dans ton quotidien. Comme tu es sportif, je sais pas si tu nages, moi je nage pas, mais je sais qu'un nageur qui est professionnel, par exemple, il fait beaucoup d'heures de nage, mais il ne nage pas H24. Oui, Des moments où il va souffler, c'est ça. il va faire autre chose. Donc, on en a tous besoin. Pouvoir continuer à tenir, à avoir suffisamment d'énergie. On a besoin de ces bouffées d'air, en fait, Mm, pour, euh, pour pouvoir continuer d'avancer. Et en plus, comme tu le dis, c'est inspirant. Et je me demande quelle image on avait de nos parents quand on était enfant. Est-ce qu'on avait des parents où on se disait, oh là, être adulte, ça n'a pas l'air terrible, en fait. c'est ça. Ou est-ce qu'on se dit, ah, bah, quand je les vois, ça va, en fait, ça me donne envie, tu vois, je pense que c'est important aussi. C'est vrai. Et c'est vrai ce que tu dis, j'ai en tête, mes enfants me disent, surtout quand elles ont une grosse journée à l'école, une journée avec plein d'éval, ce qui leur arrive assez régulièrement, et ils me disent, non, mais toi, tu peux pas comprendre parce que tu as une vie que tu aimes bien. Hmm. Et ça me fait quelque part plaisir, pas parce qu'elles n'aiment pas leur vie, mais ça, qui a aimé les grosses journées avec des évals, mais cette idée que quelque part, quand on sera adulte, on peut se construire une vie qu'on aime bien. Hmm. Et tout ça, bien évidemment, c'est travailler la confiance en soi et l'estime de soi. Hmm. Ce temps qu'on se donne à soi, quand on se réalise, quand on se reconnecte à notre plaisir, c'est des petites bulles d'air qu'on amène au sein de notre cocon familial. Ça fait pétiller tout le monde, en fait. Exact. Est-ce que pour finir cet bel échange autour de plaisir et de temps pour soi, pour les mamans, tu aimerais ajouter une dernière chose? Bien sûr. Bah, si, j'ai envie de dire, si tu ne le fais pas, qui le fera pour toi, en fait? Il y a un jour où les enfants quittent le nid. Il y a Oui, souvent le truc qui s'appelle le syndrome du nid vide. Mais si on n'a pas réussi à s'occuper de soi pendant tout le temps où les enfants sont là, bah, le jour où ils partent, ça laisse un trop grand vide. Alors que euh, même, c'est difficile même pour les enfants, en fait, des fois, ils ont l'impression qu'ils sont tout pour leurs parents. Alors que si ils nous oui, ont vus continuer à prendre soin de nous, faire des choses qui nous plaisent, bah, les enfants s'autorisent, ils se disent, voilà, mon parent va bien. Et en tant que parent, je pense qu'on vit mieux les choses le jour où les enfants partent, même si ça fait quelque chose, mais parce qu'on a continué à exister. Et ça, je c'est crois que vrai. c'est très important de continuer à exister soi en tant que femme pour voilà, continuer à vivre, à ressentir. C'est vrai, c'était un aspect que je ne voyais pas, mais effectivement, quand on devient jeune adulte, on s'autorise beaucoup plus quand on voit que nos parents vont bien Mm, et que nous les enfants, ne sommes pas indispensables à leur bien-être. mm.
Et ça crée l'étape suivante, c'est de se retrouver lorsque on est tous enrichis par des expériences qu'on a pu vivre ailleurs Mm. et qu'on peut les échanger, on peut les croiser. C'est très précieux comme remarque pour finir cet échange. Florence, où est-ce qu'on peut te trouver? Eh bien, sur mes réseaux, je publie principalement sur LinkedIn et Instagram. Donc sur LinkedIn, c'est mon nom, Florence Saul, et Instagram, c'est Parents Mission. Je vais mettre tout ça dans la Ouais. description. Donc, si quelqu'un a envie de te retrouver, il peut retrouver les liens qui sont juste en dessous Et, de ce podcast. ah oui, voilà, tu parlais de podcast, j'ai aussi mon podcast, Les Pépites de Parents. Donc je C'est te ça. donnerai le lien aussi. Et je voulais le saluer parce que c'est un magnifique podcast pour les parents où tu partages des astuces, où tu parles de tes propres difficultés ou des rencontres que tu as fait à travers de tes coachings. Et c'est quelque chose qui est extrêmement précieux, surtout quand on est parent un peu enfermé, un peu perdu, un peu épuisé dans notre quotidien, c'est encore des petites bulles pétillantes qu'on peut mettre dans notre quotidien, dans nos oreilles à tout Mhm. moment. En tout cas, merci Julita. Ça m'a fait vraiment très plaisir d'échanger avec toi et de partager sur ce sujet à toutes les femmes qui nous écoutent. Merci à toi. Très très bel été à toi. Merci à toi aussi. Et bon été à toutes. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.